YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour le top 10 des séries 2019. Après les films, ce sont les séries. Juste avant que la vidéo commence, j'ai deux choses à vous dire. La première, c'est que j'ai écrit mes critiques, hein, parce que la dernière vidéo, je les avais pas écrites, du coup c'était un peu brouillon, on sentait vraiment que j'improvisais, c'était pas très clair, je bégayais un peu. Là c'est bon, j'ai écrit quelque chose, ça va être beaucoup plus clair. Ça risque d'être un peu plus long, mais ça va être plus clair. Donc voilà. Deuxième chose, les séries que je n'ai pas vues. J'ai pas vu Euphoria avec Zendaya, série que j'aurais énormément voulu voir, que j'ai pas pu voir malheureusement. C'est pareil pour Tchernobyl, c'est des séries qui sans doute auraient été dans le top, mais je les ai pas vues, pas du manque de temps, mais je sais pas, oui, oui, du coup c'est du manque de temps. Bref, en parlant de temps, on n'en perd pas. On est parti pour le top 10 des meilleures séries 2019. Numéro 10, The Mandalorian, la série Star Wars réalisée par Jon Favreau. C'est une série que j'attendais beaucoup, hein, parce que déjà c'est dans l'univers Star Wars et que Boba Fett est un personnage que j'apprécie particulièrement, mais surtout quand j'ai vu la bande-annonce, c'est un univers qui avait l'air que vraiment que j'attendais beaucoup de voir comment ça allait être disposé. Et donc voilà. Et du coup, c'était bien, puisque c'est en dixième position. Donc, ce que j'apprécie énormément dans The Mandalorian, c'est le côté western science-fiction. Le décor et la mise en scène se marient parfaitement avec l'ambiance. Le personnage incarné par Pedro Pascal et les décors, ainsi que la mise en scène, en font un western qui marche, un western SF qui marche très très bien. Même si c'est pas tout le temps Pedro Pascal, c'est le petit-fils de John Wayne ou l'arrière-petit-fils, je sais plus, bref, qui est parfois à la place du Mandalorian, et ça se voit, il s'inspire énormément de la dégaine, puis même la musique, l'ambiance et le décor fait vraiment un western SF, un western poussiéreux, mais avec le côté SF, le côté Star Wars, et je trouve que ça marche énormément, et ces critères se marient aussi bien dans l'univers Star Wars, ça marche à merveille. Star Wars a toujours eu ce petit côté, mais là, avec les pistolets, par exemple la dégaine, quand il dégaine le pistolet, la démarche, le fusil, et surtout les décors, puisque c'est un peu une planète à la Tatooine, et voilà, ça se marie encore plus avec l'univers Star Wars et l'univers Cowboy SF en même temps. Aussi, pour un premier essai, pour l'univers étendu Star Wars, ça marche plutôt bien. On en sait, on en sait un peu plus sur, on peut dire, les origines du clan de Boba Fett, et moi j'aime bien, c'est Boba Fett, c'est un perso que j'apprécie, comme je l'ai dit en début. Et même si on sait pas grand chose, on sait un peu plus. Et moi j'aime beaucoup ça pour une première. On attend ce que va donner Obi-Wan Kenobi, la série, mais en tout cas, ça marche très bien. Donc comme je l'ai dit, les décors sont très cool, c'est diversifié, joli, et ça colle parfaitement avec la planète où il est situé. Je m'explique, par exemple, un décor qui est sur une planète de sable, il va avoir les barres et un décor un peu poussiéreux, et ça revient justement au côté western que j'avais dit. On va aussi parler des points négatifs, bien sûr. Certes, j'aime bien la mise en scène, mais reste trop basique. Pareil pour la réalisation et le scénario. Il n'y a aucun effort. C'est du Star Wars, hein, mais la réalisation reste quand même très très classique et sa mise en scène. Bien sûr, on n'entend pas de Star Wars une énorme mise en scène et une grande réalisation, mais ça innove pas, quoi. La série était bien partie en termes d'innovation, et il n'y a que l'univers qui innove. Et c'est dommage parce qu'on aurait pu faire peut-être pas des duels, mais une réalisation un peu plus dynamique, et c'est pareil pour la mise en scène, un peu plus mystérieuse. Là, tout se voit à 3 km, et c'est vraiment dommage. La conclusion, The Mandalorian est une série qui marche par son personnage, son univers et son ambiance, mais reste trop simple dans sa réalisation, dans sa mise en scène et dans son scénario et son twist. C'est dommage, mais écoutez, j'ai beaucoup aimé The Mandalorian, c'est un très bon divertissement. En plus, peut-être, alors je sais pas si ça a joué, mais je l'ai regardé tous les épisodes avec ma famille, et on a passé un super moment. Et donc voilà, numéro 10, The Mandalorian de Netflix, une série que je n'attendais pas beaucoup, vraiment pas, même pas du tout, une série coréenne. Et je l'ai regardée, et j'ai adoré. Ce qui est incroyable dans Kingdom, c'est sa mise en scène et sa réalisation. Le réalisateur est du coup un réalisateur de films, et ça se voit. La série est bondée de plans séquences, plans larges, plans drone, et ça marche. Mais vraiment, la façon dont c'est utilisé marche à merveille. Cela a donc un énorme impact sur la mise en scène. Le réalisateur joue en permanence avec les ombres,
Les ombres, par exemple, il met une caméra sous l'eau, ce qui fait monter le suspense, c'est pareil pour les ombres. Puis même, c'est super bien filmé. La caméra suit le personnage, par exemple, dans un décor, et on a l'impression que le personnage, il est tout petit comparé au décor. Pareil, les combats aussi, c'est extrêmement bien filmé. Et ça donne vraiment un dynamisme, un excellent dynamisme. Les zombies meurent de façon spectaculaire, les combats sont dynamiques et bien filmés. Et du coup, c'est ce que j'étais en train de dire. Du coup, ça joue extrêmement bien sur la mise en scène, le fait que les plans soient vraiment bien utilisés. Ça permet de mettre une mise en scène, par exemple, le combat il est filmé en drone. Justement, je vous ai dit, la caméra qui sort de l'eau, qui sort d'un mur, et tout ça. Et du coup, du coup, comme c'est très bien utilisé, du coup, la mise en scène est excellente. Même si je sais que c'est une mise en scène, ça peut être très bien sans de bons plans. Là, vraiment, ça marche. Aussi, ce que j'ai beaucoup apprécié dans cette série, c'est l'ambiance féodale. Cette époque est très politique, ce qui permet au réalisateur de faire d'excellents twists. C'est une époque très politique, donc comme je dis, en plus, je vais pas vous spoiler la série, mais le personnage principal, c'est un prince, si je dis pas de bêtises, ça fait longtemps que je l'ai vu. Et du coup, voilà, mais ça fait des coups, des coups dans le dos, des trahisons, pour, ça, pour grimper les échelons. Enfin, ouais, je t'explique pas très bien. Bref, voilà, et ça marche vraiment bien, et du coup, ça rend la mise en scène encore meilleure. Cette époque nous donne d'excellents costumes et d'excellents décors, grâce justement encore à la réalisation. Mais surtout, je pense que ce qui me fait craquer, c'est les katanas. J'adore les katanas. En plus, les combats sont très dynamiques, ils sont ultra utilisés. Que demander de plus, quoi. Bon, maintenant, on va parler des points négatifs. Ce qui m'a déplu dans cette série, c'est le rythme qui est mal géré, des acteurs qui surjouent souvent. Le rythme est mal géré, même avec une réalisation aux petits oignons. Vraiment, le rythme a des gros soucis et c'est dommage. Aussi, les acteurs, ils surjouent et on peut se dire qu'on n'a pas besoin, mais là, vraiment, la façon dont est justement la mise en scène, je sais que je suis répétitif et vous allez voir, je vais énormément parler de la mise en scène durant cette critique, on s'en fout de la notif. Du coup, voilà, les acteurs ils surjouent souvent et c'est dommage. Même si c'est pas vraiment surjoué à la Birdemic ou à la Hitman Cobra, quand même, c'est vraiment dommage. Conclusion, je vais faire une conclusion à chaque fois, comme ça on peut vraiment. Kingdom marche grâce à sa mise en scène, sa réalisation et sa photographie, mais qui souffre de problèmes de rythme et de jeu d'acteur trop léger. Donc voilà, comme je l'ai dit, c'est les points. Dans la saison 2, qui sera la dernière, et c'est bien qu'ils fassent des séries courtes comme ça, ça va. Ils ont juste amélioré ces points, et je pense que ça peut facile se monter dans le top 5. Aucun rapport, mais je trouve que Kingdom a une patte à la Ghost of Tsushima, jeu qui n'est pas encore sorti, mais qui a l'air clairement dans le même style. Voilà, c'était le côté jeu vidéo. Numéro 9, Kingdom, on passe saison 5 de Peaky Blinders, donc c'est une série, bah oui. C'est une saison que j'attendais beaucoup. Je pense que Peaky Blinders, c'est une des rares séries qui a autant de saisons qui marchent. Du coup, je me suis dit que ça allait pas être mauvais, et ça l'est vraiment pas, mais il y a un truc qui cloche. Mais je vais vous dire tout de suite pourquoi. Donc déjà, comme d'habitude, le jeu d'acteur est toujours aussi impressionnant. Cillian Murphy et les autres acteurs se donnent toujours à fond dans le rôle en les incarnant à l'excellence. Cillian Murphy, c'est l'exemple parce que je pense que c'est lui qui l'interprète le mieux, mais vraiment, celui qui joue Arthur, celui qui joue Finn, et Michael, enfin tous les personnages, c'est vraiment bien interprété. Et vraiment, bah, je trouve que pour Peaky Blinders, qui est une série qui a quand même énormément de dialogue, c'est vraiment bien que le jeu d'acteur soit au top, quoi. Et c'est ce qu'il faut. La mise en scène marche toujours aussi bien. Les plans pour mettre en valeur leur personnage est toujours aussi beau. Vous savez, il y a souvent des plans au ralenti où il y a le feu derrière, ça explose, puis t'as les personnages qui marchent au ralenti. C'est simple, c'est souvent utilisé, mais ça marche toujours. Grâce à la musique, mais surtout grâce au charisme des personnages, bien sûr. La façon dont est montrée la série est toujours aussi bien. Montée, excusez-moi. En fait, j'ai pas grand chose à dire sur cette série. C'est une série qui est qualitativement ressemble énormément aux précédentes, sauf qu'il y a une chose, et je trouve que c'est dommage, c'est que l'action est trop présente dans cette saison. Il y a moins de dialogue et plus d'action, ce qui est dommage. Ils ont. Je dis pas qu'ils ont laissé vraiment on va dire, le côté politique et le côté
narratif de Peaky Blinder. Loin de là, il est toujours très pesant, mais je trouve qu'il y a trop de scènes d'action et du coup, ça ramollit le scénario et c'est dommage. Ce que moi j'ai aimé Peaky Blinder, c'est qu'il y avait deux trois scènes, oh, un peu plus, allez, 6 8 9 scènes de violence, mais qui avaient du sens. Là, ils ont voulu rajouter un peu plus de fusillade et d'action, ce qui, je trouve, est vraiment dommage. C'est pas déplaisant, les scènes sont très jolies, mais je trouve que ça enlève le charme de Peaky Blinder. Pas dans sa totalité, mais ça vraiment enlève un petit charme, quoi. Conclusion, pas grand chose à dire sur cette saison, comme je l'ai dit. Tout marche aussi bien que les saisons précédentes, excepté le fait que la série a enlevé des dialogues pour mettre à la place plus d'action, ce que je trouve dommage. Et ça ramollit du coup le scénario qui est moins intéressant. Donc Peaky Blinders saison 5, c'est une série qui égale qualitativement ses précédents. C'est pour ça qu'il est aussi haut dans le top. Mais c'est juste qu'ils ont rajouté trop d'action et c'est dommage. En numéro 7, Umbrella Academy. Umbrella Academy, c'est une série que j'attendais un petit peu parce que pile au moment où la série est annoncée, j'avais commencé à lire les comics et j'avais plutôt apprécié. Du coup, me dire qu'une une série j'ai lu des premiers tomes, je crois, et j'avais apprécié, donc me dire qu'il y avait une série dessus qui adaptait à moitié, bah, je trouvais ça cool. Du coup, je l'attendais un petit peu. Et bah, j'ai passé un excellent moment. Ce qui me plaît le plus dans Umbrella Academy, c'est l'écriture de ces personnages. Chaque personnage a une histoire bien écrite, mais ils sont aussi très attachants justement grâce à leur écriture. Ce que je veux dire, c'est que chaque personnage, donc numéro 1, 2, 3, 4, 5, 7, c'est ça, bah, ils ont une petite histoire derrière eux, et c'est pas carrément consacré un épisode, c'est, je sais pas, 10 minutes, mais c'est vraiment bien. On dit pourquoi ils ont leur pouvoir, et c'est pour ça que ça a forgé leur caractère, et je trouve ça extrêmement bien. Il y en a pas trop, il y en a pas assez, c'est vraiment bien dosé, et c'est vraiment bien. Mais ce qui marche aussi, c'est l'interprétation des acteurs. Ils incarnent tous bien leur personnage et apportent chacun leur touche. Ce que je veux dire, c'est que déjà, ils ont fait au niveau des acteurs, chaque personnage, enfin chaque acteur correspond à leur personnage, mais par rapport au comics, c'est que les acteurs rajoutent un peu leur petite touche dans l'interprétation, pardon, et ça marche vraiment bien, quoi. Ah, voilà, quoi, je... Faut vraiment que j'arrête de faire des phrases que j'arrive pas à finir, hein. C'est vraiment... La bande son la bande son est aussi très très bien, je l'ai vraiment apprécié. Donc voilà. Et là, surtout la VF est excellente avec un excellent casting. Je pense que c'est un point que j'aimerais énormément souligner. C'est la VF. Il y a Donald Renew, je vais pas dire musique, mais Frédéric Sautrel, je sais plus son nom, excusez-moi, qui double Kratos et qui double un des méchants. Enfin, c'est que du beau monde, parce que je me souviens plus des noms, mais c'est que du beau monde. Et je l'ai préféré à la VO quand même, parce que je trouve que les acteurs ont des voix qui collent plus avec leurs personnages. Et voilà. Ce que j'ai aussi énormément apprécié, c'est l'univers un peu super-héros. On a eu beaucoup de super-héros cette année. On a eu The Boys, bon, petite exception. On a eu les Avengers, et toutes les conneries comme ça. Mais voilà. Et je trouve que ça apporte aussi sa petite patte dans le monde super-héroïque. Aussi, bon, ce que je dis, je improvise. Je compare pas l'adaptation du comics parce que j'avais pas lu assez pour pouvoir comparer. Aussi, c'est l'univers. C'est vraiment, on est un semi-super-héros, semi-voyage dans le temps, semi-fin du monde. Enfin, c'est un énorme mix qui, justement, est en rapport avec le pouvoir des personnages. Et ça marche extrêmement bien. Justement, ça revient un peu à l'histoire de chaque personnage, comme je l'ai dit précédemment. Et ça marche énormément. J'ai pas de point négatif à dire sur Umbrella Academy. C'est une série qui brille dans tous ses aspects. Certes, il n'y a rien d'innovant, mais elle ne fait que sublimer le genre. Est un excellent divertissement qui a un univers ayant un gros potentiel, des personnages ayant un gros potentiel, et c'est vraiment, vraiment bien. Aussi, je l'ai pas dit, mais c'est un humour que j'aime beaucoup. La folie et l'humour de la série marchent énormément et je l'apprécie beaucoup. Donc voilà, numéro 7 Umbrella Academy. Numéro 6 Watchmen, la série HBO. Que celle-là, j'ai pas vu Euphoria, j'ai pas vu Tchernobyl, mais j'ai vu Watchmen. Pourquoi? Parce que j'ai adoré le film de Zack Snyder. Et dire qu'il y a une série qui est dans l'univers et qui est la suite de Watchmen, bah, je pouvais que l'attendre. Du coup, je l'ai regardé et j'ai adoré. Ce qui me plaît et ce qui est la force de Watchmen, c'est le message qu'il transmet. Watchmen, c'est une série qui fait réfléchir sur le pouvoir politique, sur la puissance des divinités. Vraiment, c'est, je pense, la série.
certes, qu'il n'y a pas vraiment. Je pensais que ça allait donner vraiment un côté beaucoup plus vraiment philosophique, qu'elle allait vraiment fait réfléchir. Certes, c'est une série qui fait énormément réfléchir, moins que je l'ai pensé, mais ça fait vraiment réfléchir sur les pouvoirs politiques et comment dire, et les répercussions que ça a, ce qui peut engendrer par exemple une guerre civile comme le fait Watchmen. Et j'ai vraiment apprécié ça parce que ça change quand même un peu du film de Zack Snyder et du comics. J'ai encore lu les deux premiers tomes. Mais bon. Aussi, une des grandes forces de Watchmen, c'est la mise en scène. La réalisation est incroyable. Tous les plans ainsi que la photographie est extrêmement millimétrée et léchée. Et ça se voit. C'est vraiment les plans. J'ai pas envie de dire que c'est les meilleurs. Je pense oui. Non, si je vais clairement le dire. Je pense que en termes de réalisation et de photographie, vraiment, Watchmen, vraiment, je pense que c'est la meilleure de cette année. Tous les plans, c'est des plans un peu spéciaux. Je sais pas comment expliquer, mais c'est des plans spéciaux. Mais ce que j'aime, c'est la photographie, c'est la couleur des images, la teinte. Ça marche énormément, ça colle avec l'univers justement. Et ça rend surtout l'image très très jolie. Le jeu d'acteur aussi est parfait. Non seulement chaque personnage est extrêmement bien écrit, mais les acteurs se donnent à fond, à fond, à fond. Et ça marche énormément. On n'a pas énormément de. On a quand même une belle pelletée de personnages qu'on va suivre, mais on n'en a pas non plus une pelletée. On doit en avoir 4 ou 5. J'ai pas envie de dire de bêtises parce que je m'en souviens plus du tout. Mais voilà. Mais même les acteurs vraiment interprètent à la perfection leur personnage. Et bah ça nous met encore plus. Vraiment encore plus dans l'univers, quoi. Et une fois de plus, Watchmen a un excellent scénario justement euh, grâce au sujet qu'il traite et les détails qui sont apportés. Et ça marche vraiment bien, justement, ça fait réfléchir, c'est philosophique et ça marche énormément. Conclusion, Watchmen est une excellente série dans sa mise en scène, dans sa réalisation, mais elle est incroyable surtout par les sujets qu'elle traite et comment ils sont traités. C'est une série que je pense les personnes de 14-15 ans, bon, comme moi, pourraient regarder pas vraiment par les. Ils comprendront peut-être pas le sens à 100%, mais je pense que l'univers, les scènes et la mise en scène pourraient vraiment plaire à tout le monde. Mais c'est surtout une série qui fait énormément réfléchir et je conseille Watchmen vraiment pour ça. Ça va pas nous mettre à mal à l'aise comme un Black Mirror, mais ça fait vraiment réfléchir. Donc numéro 6. Numéro 5, Love, Death and Robot. J'adore mon accent. C'est réalisé par David Fincher et Tim Miller. Et rien que ça m'a donné énormément envie, mais surtout la bande-annonce qui m'a donné envie. C'est une série d'anthologie, donc c'est-à-dire qu'aucun épisode n'ont rien à voir. C'est des épisodes de 10 minutes. Ils n'ont aucun lien entre eux. Et chaque épisode est original. Original, je sais plus, bref. Ce que je préfère dans Love, Death and Robot, ce sont ces épisodes. Chaque épisode est animé d'une façon différente. Et ça marche quoi. Chaque épisode a justement, j'allais dire, une qualité d'animation bluffante. Du dessin à la main jusqu'à la motion capture, tout est fait. Chaque épisode a vraiment, mais je dis chaque épisode a un style d'animation différente. Et ça marche parce que non seulement ça colle extrêmement bien avec l'épisode, mais surtout le rendu est juste incroyable. Et pour moi, c'est un des deux points forts de la série quoi. C'est vraiment ça m'a bluffé. J'ai savouré chaque qualité d'animation à chaque épisode. Et vraiment, c'est. Voilà. Mais aussi, chaque épisode raconte un récit totalement irréaliste. Et c'est le deuxième point fort de la série. Chaque épisode est unique dans son écriture. C'est, c'est vraiment. C'est comme on dit, des épisodes traitent d'amour, d'autres de mort, et d'autres traitent de robots, surtout de la SF. Mais chaque épisode est vraiment. C'est n'importe quoi. Il y a un épisode, par exemple, où c'est des personnes qui sont dans un vaisseau, ils se cryogénisent et ils arrivent à un endroit où ils n'ont pas du coup voulu être. Bon, je vais pas spoiler, mais, euh, mais la fin est complètement what the fuck, c'est pareil pour tous les autres épisodes, et je trouve que c'est vraiment incroyable. C'est dans le surréalisme et ça marche. Là, c'est très très gore, hein, je vais pas vous le cacher, mais c'est pas du gore inutile, c'est bizarre à dire, mais c'est psychopathe, mais c'est du gore intéressant, c'est du gore qui a du sens. Et limite, je pense que sans le gore, les épisodes n'auraient pas pu avoir l'impact qu'ils auraient eu. Conclusion, Love, Death and Robot est la série qui m'a le plus bluffé visuellement. Chaque épisode est inédit, complètement what the fuck. Bref, c'est une série qu'on peut regarder comme ça, d'une traite. Tu vous réserver 3 heures et c'est bon. Et chaque épisode, vraiment, faut le savourer, faut l'apprécier.
Et de toute façon, on est obligé de faire avec ça. L'épisode, on est forcément obligé de l'apprécier. Numéro 5, Love. Numéro 4, Sex Education. Donc Sex Education, c'est une série que j'attendais quand même parce que quand j'ai vu que c'est une série qui traitait du sexe mais d'une manière assez humoristique, j'avais envie de voir à quoi ça ressemblait. Et donc voilà, j'ai regardé et ça a été un énorme coup de cœur. Ce qui marche dans Sex Education, c'est les personnages. Chaque personnage sont incroyablement écrits. Ils ont une histoire originale et bien détaillée et ont chacun une relation spéciale avec le sexe. Ce que je veux dire, c'est que ils ont une histoire détaillée, par exemple, avec leur relation familiale, avec l'amitié, mais ils ont aussi une relation spéciale avec le sexe, par exemple. Le personnage principal d'Otis a une mère qui est, je sais plus comment ça s'appelle le terme exact, mais qui a comme métier de résoudre les problèmes sexuels. Son fils Otis, donc le personnage principal qui s'est jamais masturbé. Son copain, je sais plus comment il s'appelle, qui est gay, homosexuel, excusez-moi. Et Maëve, une fille un peu spéciale, on va dire. Et je trouve que ça marche extrêmement bien par l'humour qui est apporté entre les dialogues et surtout l'écriture des personnages. Et vraiment, c'est vraiment cool. Et c'est ça qui rend Sex Education justement incroyable. Grâce aux personnages et leur point de vue, la série nous décrit le sexe et ses aléas avec humour. Ça marche vraiment bien. Euh, le pire, c'est que ça c'est avec humour, comme je l'ai dit, mais ça décrit extrêmement bien les soucis qu'il peut avoir. Et c'est pour moi la force de la série, quoi. Aussi, la BO de la série est très très bonne et colle extrêmement bien avec l'univers. La mise en scène est aussi très bonne, la réalisation, les dialogues et l'humour qui est apporté rend la série encore plus incroyable. Aussi, j'aime bien, c'est la couleur des costumes. C'est vraiment, il y a beaucoup de rose et c'est toujours très lumineux. Il n'y a jamais un plan sombre, c'est très lumineux. Et je trouve ça vraiment, vraiment joli et vraiment cool. Et ça colle encore une fois. Et ça rend surtout, ça donne une patte spéciale à la série. Conclusion, Sex Education brille par ses personnages et leur écriture, mais aussi par la mise en scène et par l'humour qui est apporté. Numéro 4, Sex Education pardon. Pour ceux qui n'ont pas vu ma critique, c'est une série que j'ai vraiment adoré dans tous ses points. Et du coup, il se retrouve sur le podium en numéro 3. Donc, ce qui m'a bluffé dans Dark Crystal, c'est son entièreté. Tout est fait à la main. Les décors, les créatures, les personnages. Et c'est ça qui rend la série si belle. Pour des marionnettes, les mouvements sont fluides et les expressions faciales sont limite humaines. C'est vraiment impressionnant le travail qu'a fait le réalisateur qui est français, je ne sais plus exactement son nom, mais il est français et c'est vraiment cool. Parce que du coup, justement, grâce à ça, ça respecte énormément l'œuvre originale tout en apportant un coup de modernité parce qu'il y a énormément de budget, du coup, c'est plus dynamique dans les mouvements, mais ça rend quand même le truc très, 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 très bien. Les décors sont magnifiques grâce à tous les détails apportés et à la gestion de la lumière. Vraiment, les décors, comme je l'ai dit, tout est fait à la main. Mais en plus, la lumière est juste, mais incroyable. Euh, c'est parfaitement bien éclairé. Par exemple, quand il y a des fleurs qui tombent, les ombres sont bien, mais les fleurs sont bien éclairées. Enfin, je sais pas comment donner des détails, mais la lumière, par exemple, est extrêmement bien centrée sur le personnage. En gros, la lumière veut montrer ce qu'elle veut montrer, quoi. C'est vraiment et cacher ce qu'elle veut cacher, c'est vraiment incroyable. Et vraiment, c'est incroyable que limite, ça fait partie du décor. On remarque tellement plus le décor, tellement que c'est joli. Enfin, le remarque, c'est bluffant. Mais on essaie même pas de voir les détails tellement que c'est beau. Et c'est ça que je trouve vraiment incroyable. Les personnages aussi sont bien écrits et attachants et ont de belles interactions entre elles. Eux, pardon, qu'est-ce que je raconte. Du coup, c'est des persos qui vont se retrouver à la fin parce qu'ils ont un destin commun et ils sont extrêmement bien doublés en VO ou en VF. J'ai regardé en VO et en VF. C'est extrêmement bien doublé. Les voix collent parfaitement avec les personnages et leur interprétation aussi. Par exemple au moment où il doit crier, le doubleur crie extrêmement bien. En plus c'est un super casting donc vraiment que demander de plus. Taron Egerton, Simon Pegg, Mark Hamill, enfin je vais pas faire toute la liste mais c'est vraiment incroyable. Mais ce qui m'a vraiment bluffé, c'est la richesse de l'univers. Chaque décor est varié, chaque décor apporte encore plus de détails à l'univers. Chaque créature, chaque personnage, chaque détail apporte quelque chose à l'univers. Vraiment, je compare Dark Crystal à Star Wars tellement que l'univers peut être dense et on peut faire tellement de spin-off. Euh, c'est vraiment incroyable comment l'univers peut être dense et le nombre d'histoires, le nombre de légendes qui pourraient tellement être adaptées. Et c'est vraiment bluffant, quoi. Limite, je trouve que je pense que c'est avec The Witcher, c'est l'univers Heroic Fantasy
plutôt fantasy, ouais. Le plus dense à adapter, et j'aimerais énormément que ça se fasse, quoi. Conclusion, Dark Crystal et la série est vraiment un chef-d'œuvre, vraiment. Je la préfère largement au film original, même s'il reste très bon, mais là vraiment, là on est à un niveau d'effets spéciaux. Là c'est vraiment incroyable, de prouesse technique. Donc comme je dis, Dark Crystal, la série est un chef-d'œuvre par sa technique et par la richesse de l'univers qui est très bien mise en avant. J'ai pas énormément, vous avez vu là, j'ai pas parlé de mise en scène et de réalisation, mais vraiment Dark Crystal, je pense que c'est une série que j'arrive pas à détailler tellement elle a été belle, tellement elle m'a mis une claque émotionnelle et visuelle. Et voilà, numéro 3 Dark Crystal, on attaque le numéro 2 et ensuite le numéro 1. Qui est sorti dans saison et qui a bluffé tout le monde, y compris moi, vraiment. The Boys, c'est bizarre à dire, mais c'est une série que j'ai regardée avec enfin, pas que j'ai regardé avec mon père, mais que j'ai énormément parlé avec mon père. Et on a énormément apprécié. Et c'est un peu bizarre de comment j'ai idolé Dark Crystal et de mettre ça devant, mais vraiment, The Boys, c'est vraiment une série, mais vraiment, j'ai adoré, mais à un point même qui dépasse Dark Crystal quand même. Donc pourquoi j'ai aimé The Boys? Bah grâce à son humour. C'est vulgaire, c'est trash, c'est extrêmement violent, mais ça marche à la perfection. L'humour est extrêmement bien utilisé grâce à la mise en scène. Les situations sont grotesques et c'est grâce à ça que l'humour de The Boys marche. C'est de l'humour très très vulgaire. C'est très vulgaire en termes de sexe, de langage, mais de violence. Mais c'est ce qui marche vraiment, c'est dans l'univers de The Boys, comme l'univers c'est avec des super-héros, et je vais pas vous spoiler, mais en gros c'est des gens qui essaient de tuer un groupe de super-héros, et du coup ils tentent des trucs, mais complètement n'importe quoi, désolé pour la notification, n'importe quoi, et du coup ils essaient des trucs qui n'ont aucun sens, et c'est ça qui marche, ça veut rien dire, mais c'est trash aussi, le nombre de scènes gore, il y a du cerveau, il y a du sang, mais ça marche quoi, c'est apparemment le comics c'est encore plus trash et je me dis comment on a fait pour faire encore plus trash. Mais vraiment, c'est ça nous a tellement pris par surprise l'humour aussi violent, mais on a j'ai adoré moi vraiment ça. Peut-être que j'ai vraiment apprécié cette série parce que c'est clairement une série adaptée à mon âge, c'est violent, c'est vulgaire, c'est très drôle, mais je sais pas, mais en tout cas j'ai vraiment accroché à l'humour de The Boys. C'est peut-être pas une série qui va plaire à tout le monde par son humour, mais vraiment l'humour ça marche extrêmement bien. Comme vous voyez dans les images, c'est violent. Et voilà quoi, désolé de m'avoir un peu attardé sur ça. L'univers de The Boys m'a énormément plu aussi parce que c'est un monde normal, excepté certaines personnes qui sont des héros. Et on montre aussi que les héros ils vont être utilisés souvent pour faire du marketing. Et c'est vraiment ce côté que j'ai vraiment apprécié. On se rapproche de la réalité. Les héros, ils sont surtout utilisés à des fins commerciales, en fait. C'est un peu, par exemple, Star Wars, maintenant, on a plus l'impression que c'est du marketing, quoi. Et là, c'est la même chose. Il s'est décrit extrêmement bien que on les voit tous les héros, enfin, soi-disant héros, les super-héros, on va dire, on les voit faire des pubs tout le temps et on voit que ça les agace et ça marche vraiment bien. Et c'est ce que dans la vraie vie, c'est ce qui se serait vraiment passé. Je bégaye un peu, excusez-moi. Les gens, ils aiment les super-héros, mais en partie grâce au marketing, ils les ont jamais vus. Mais ils inventent des exploits. Et c'est ça vraiment que j'apprécie vraiment beaucoup. Et j'apprécie surtout l'humour, mais aussi ce côté-là, ce côté marketing utilisé pour les super-héros. Ça marche extrêmement bien. Aussi, chaque personnage est très très intéressant, encore comme Sex Education, c'est des personnages qui ont du fond, qui sont extrêmement bien interprétés, surtout Cal Urban qui a fait un travail de malade, mais ils sont extrêmement bien interprétés et surtout écrits, ils ont chacun une histoire profonde derrière eux, et ils sont un peu regroupés malgré eux, et ça marche à la perfection. Conclusion, tout marche dans The Boys, l'écriture des personnages, la mise en scène et surtout l'humour qui m'a énormément plu. C'est une série vraiment que, que je pourrais regarder en boucle. La saison 2 je peux plus l'attendre. Là, vraiment, j'ai vu la bande-annonce et je me suis dit, oh, c'est l'air la même chose, encore mieux. Donc, vraiment, j'attends. J'espère qu'ils vont pas me décevoir. Et voilà. On va sur le numéro 1. Pour ceux qui suivent la chaîne, ils savent c'est lequel. Mais voilà. Mindhunter David Fincher, pour ceux qui suivent la chaîne, j'ai adoré cette série. Mais vraiment, vraiment, Mindhunter, c'est ma série préférée. Voilà, ça se manifeste pas trop. Mais vraiment, mais j'ai vraiment mais surkiffé la saison 1, je crois que je l'ai vu 7 ou 8 fois la saison 1 et là, la saison 2, ça remet une couche encore mieux, vraiment, c'est vraiment. Et pourquoi Mindhunter ça me plaît autant? Bah, c'est l'écriture des personnages principaux,
C'est incroyable, dans cette saison 2 on les voit chacun dans leur vie quotidienne, comment est la relation avec les gens extérieurs et les répercussions qui ont le métier sur leur vie. J'ai pas vraiment spoilé, mais chacun a une vie différente et ça montre extrêmement bien les répercussions suite à ce travail un peu glauque surtout qu'en plus dans cette saison 2 ils font pas uniquement que du profiling, ils font une enquête et ça marche encore mieux, ça a encore des plus grosses répercussions intéressantes et c'est justement grâce à l'écriture de la série en elle-même qui rend vraiment, c'est justement ceci incroyable, quoi. C'est waouh, c'est un wow effect, quoi. Le système de profiling est incroyablement mis en scène, encore une fois. Les dialogues avec les tueurs sont très intéressants, même s'ils sont moins présents dans cette série. C'est limite, il y en a moins, mais ils ont doublé la qualité pour comme si on faisait pas la différence. Vraiment, c'est les dialogues avec les tueurs sont très intéressants. On voit pourquoi ils sont différents. On finit par y prendre goût grâce justement à l'écriture des dialogues et à la mise en scène. Je sais pas comment expliquer, les gars, à quel point ça m'a choqué. Vraiment, c'est intéressant. On voit pas le temps passer. C'est la façon dont ils essaient de garder leur calme et la réaction des tueurs face aux questions. Ils ont chacun une approche différente selon le tueur et la réaction aussi est différente. Et c'est justement grâce au travail d'interprétation des acteurs. Et, et c'est vraiment, je pense que tout est basé sur l'acting dans cette série et c'est un gros pari, c'est un pari réussi. C'est vraiment incroyable. La réalisation aussi est aux petits oignons, chaque plan est minutieusement cadré, la photographie, la lumière rendent les plans encore plus beaux et inoubliables. Le nombre de plans que j'ai encore dans la tête, c'est incroyable. La lumière, l'espèce de lumière jaune qui rend tout sombre, c'est vraiment mais incroyable. Moi vraiment, je suis bluffé. Pour cette deuxième saison, Netflix nous a donné un grand récit complexe et intrigant qui, avec des twists, un twist qui est pas visible à 3 kilomètres. Même la fin nous laisse sur le cul très clairement. Enfin, je sais pas vraiment. Mindhunter, c'est une série qui restera à jamais pour moi dans ma tête. Donc voilà, je sais pas vraiment comment dire. Désolé de ne pas savoir comment expliquer ce numéro un. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que j'ai été un peu plus net. Et on se retrouve pour la critique de Sex Education saison 2.